Très heureux donc de vous voir nombreux aujourd'hui en préfecture. Très heureux de vous accueillir au nom du préfet de région pour ce séminaire consacré à un sujet extrêmement important qui est celui de l'accueil des Ukrainiens. Écoutez, l'objectif de cette journée, c'est de rassembler un peu tous les acteurs qui ont été engagés dans cet accueil des Ukrainiens dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Acteurs de l'État, des collectivités, des associations, différents opérateurs qui ont pu intervenir, comme Pôle emploi par exemple. Donc rassembler toutes ces personnes, tirer un peu un premier bilan finalement de cet accueil. Donc on a un certain nombre de témoignages dans cette journée, de tables rondes, d'échanges qui sont prévus pour valoriser en fait cette action collective et en tirer tous les enseignements positifs. Dans l'organisation de ce type de journée, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a l'étape de conception. Et puis quand on a eu le feu vert du préfet de région, que je préfère remercier parce que évidemment tout ça se fait sous l'égide du préfet de région, on s'est également associé à un partenaire extérieur, le Centre de ressources et illettrisme, qui a été aussi notre partenaire sur l'organisation pratique du séminaire. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les services d'État, tous les mairies, toutes les préfectures régionales et de ville de Marseille notamment, pour cet engagement depuis le premier jour de guerre. C'est la guerre, c'est pas le conflit. Et la solidarité continue vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis des Ukrainiennes. Je pense qu'il faut saluer effectivement le nombre de personnes présentes et surtout la grande diversité, à la fois sur l'ensemble des départements de la région. C'est beaucoup d'acteurs qui ont été vraiment impliqués directement en fait, dans cet accueil des Ukrainiens. Et donc je pense qu'elles ont une parole qui est très juste finalement, puisque c'est le fruit d'une expérience. Et donc c'est tout l'intérêt de ce séminaire, et je pense que c'est aussi, ça fait partie de sa réussite, c'est que ce sont vraiment les personnes qui étaient engagées dans cet accueil qui sont aujourd'hui présentes et qui veulent échanger sur ce sujet. Il y a au sein de la région sud d'abord des actions de solidarité qui ont été entreprises immédiatement, un montant de 13 millions, plus de 13 millions d'euros, qui ont été engagés pour le soutien aux populations d'Ukraine. Alors dans un premier temps, c'est une aide humanitaire qui a été apportée aux populations. J'ajoute que nous n'avons pas oublié non plus les actions de formation, notamment pour l'apprentissage de la langue française. Nous faisons encore beaucoup d'efforts et nous allons continuer les actions précédemment engagées que j'ai citées. Et chaque fois qu'un besoin particulier se fera jour, eh bien, la région Sud sera aux côtés des populations, avec l'État et avec toutes les collectivités qui sont engagées. J'ai vu aujourd'hui beaucoup d'élus et c'est réconfortant. Il y a un grand nombre de dossiers qui sont déposés par nos élus auprès de la région pour venir en aide à ces populations. Donc nous aurons d'abord une conférence introductive de Madame Vitol de Wenden, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est spécialiste des migrations. Nous enchaînerons avec deux tables rondes. D'abord, un regard sur l'accueil des Ukrainiens, et nous nous poserons la question de savoir si c'est une crise migratoire comme les autres. Et puis, une deuxième table ronde où nous poserons plus la question des étapes d'après, de l'intégration et de comment est-ce qu'on peut transformer une politique d'urgence en politique d'intégration. Je suis venue faire une sorte de rétrospective de l'accueil des réfugiés ukrainiens en comparaison de l'accueil des autres demandeurs d'asile que nous avons en France. Et puis j'ai essayé de resituer cette thématique dans le cadre européen, dans un contexte où on est dans une hyperpolitisation du sujet qui nuit bien sûr au quotidien des personnes. Les États européens, on est ici dans les lieux de la République, l'État s'est déployé pour également rendre possible ce qui était considéré comme totalement impossible, c'était le problème du logement. Il y a encore beaucoup de demandeurs d'asile qui dorment dans la rue, notamment à Paris, parce que les capacités qui ont été élargies ne permettent toujours pas à tous les demandeurs d'asile d'avoir un domicile. Pour les Ukrainiens, ça a été possible. On avait déjà imaginé des structures d'accueil en cas de problématiques d'inondation, d'incendie, avec la Varab, qui est une société qui reconfigure des containers. Nous avions déjà préétabli en quelque sorte les modalités au cas où. Et donc en 3 semaines, nous avons fait, avec cette société, avec l'État, avec nos services, avec des partenaires, nous accueillons actuellement
à peu près une centaine de personnes sur Draguignan. Alors, on a essayé d'expliquer la spécificité des Alpes-Maritimes, qui était toute simple, c'est qu'elle se retrouve à la frontière. C'est le premier territoire par lequel les Ukrainiens sont arrivés. En tout, plus de 40 000 personnes ont essayé de s'installer. On en a actuellement 13 000 qui sont installés. Il a fallu, je dirais, qu'on mette des dispositifs spécifiques. Nous, on a dû créer, dans un premier temps, une urgence, c'est-à-dire un dispositif qui visait à accueillir les gens, mais aussitôt à les répartir. La DETS-PP des Alpes de Haute-Provence a été chargée de l'accueil des primo-arrivants, des réfugiés ukrainiens, en desserrement, c'est-à-dire en soutien aux collègues notamment des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, qui étaient vraiment les départements les plus impactés par l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Vous avez accueilli sur le fameux ferry Méditerranée plus d'1 millier de personnes, et ce pendant près de 3 mois. Et ces personnes n'ont pas seulement été hébergées et nourries à bord de ce bateau, mais elles ont bénéficié d'un accompagnement important. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette aventure atypique, pour ne pas dire assez extraordinaire? Je retiens particulièrement dans le cadre de cette mobilisation le message en fait, qui a été passé à la population ukrainienne, et je pense que c'est déterminant dans les échanges que nous aurons aujourd'hui. C'est finalement l'accueil avec un grand A. Les personnes ont eu, et ça a été largement médiatisé, le signal comme quoi elles étaient bienvenues en France, et je pense que c'est un premier pas dans le cadre des politiques migratoires que l'on peut mener sur le territoire. Je pense qu'on a été un réel laboratoire au niveau du ferry Méditerranée. Finalement, on a pu travailler sur l'accueil en urgence, la mise à l'abri et en sécurité des personnes, mais aussi sur le volet insertion, en essayant de travailler avec l'ensemble des partenaires du territoire, mais aussi l'ensemble des partenaires sociaux et étatiques sur d'autres territoires. Donc finalement, ça permet de retranscrire cette expérience-là, de revérifier ce qui a pu être vécu par les autres partenaires et de voir comment on fait mieux ensemble et on construit mieux ensemble par la suite. Nous avons 4 ateliers animés par un groupe de facilitateurs et facilitatrices essentiellement venus de la DRETS. Un premier atelier qui traite de l'accès à l'emploi et accès à la langue. Deuxième atelier, enjeux citoyens et pratiques des solidarités. Le troisième atelier aura pour thème l'accès aux droits. Et enfin, le 4e atelier sur l'hébergement au logement. Je pense que la méthode participative lors des ateliers est très riche parce qu'elle est d'abord elle est très dynamique. Il y a eu des propos de satisfaction, de valorisation de l'action de l'État, mais aussi on a eu des propos aussi plus critiques sur ce qui avait été fait, d'autres choses qui n'ont pas été faites. Et donc je pense qu'il y a eu une liberté de ton et de parole qui a pu être appréciée. Ce qui nous a marqué, moi ce qui m'a marqué, c'est peut-être sur l'accès aux droits, c'est la différence qu'il y a pu y avoir entre le dispositif d'accueil qui a été réservé, qui a été possible pour les personnes ukrainiennes, et malheureusement ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour la majorité des personnes en demande d'asile. Et c'était ça, moi, qui m'intéressait, c'était le fait de se dire ce qu'on croyait impossible, en fait, était possible. Et la question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'inspirer de ces bonnes pratiques en essayant justement de le diffuser sur d'autres publics qui, elles, comme je dis, sont en difficulté d'accès aux droits. Je retiendrai plusieurs éléments. D'abord, l'idée en matière d'accès aux droits d'avoir une plateforme unique où l'ensemble des services publics viennent apporter une réponse, notamment en termes d'ouverture de droits qui soit assez rapide. On l'a réussi avec les Ukrainiens, on devrait le réussir pour d'autres types de populations. Les idées pour le futur, ça serait une plateforme où nous pourrions échanger toutes les informations. C'est ce qui nous a manqué dans cette crise d'urgence. C'est pouvoir partager les informations aussi bien avec la DETS qu'avec les associations pour savoir où étaient les personnes, pour savoir leurs problématiques de logement, afin de ne pas les mettre sur des formations si elles devaient s'en aller dans une semaine, et de permettre une fluidité dans notre travail. On se donne plus de moyens pour faire accéder les personnes vers le logement. C'est compliqué dans notre région, on manque de logements, mais en même temps, on voit bien que si on accélère les parcours vers l'emploi, on pourra solvabiliser les personnes. En tant qu'opérateur d'intermédiation locative, c'est la question de la sortie en logement pour des personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes et qui vont générer de la dette à un moment donné qui va devoir être supportée par l'opérateur Solia Provence. Et surtout, le risque pour ces personnes-là, si leur situation ne s'améliore pas,
c'est que, in fine, elles ne puissent pas rester dans ce logement. Alors ce que nous on a émis comme idée, c'est déjà de regrouper vraiment l'étude du français avec la recherche d'emploi, de commencer l'intégration dès le premier jour d'arrivée et de ne pas attendre d'avoir un statut qui permet de se projeter en France. Ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que c'est vrai que l'accueil d'urgence, on n'est plus dans cette phase, ça fait 1 an et demi que ça dure. Les gens qui sont là, il y a une grosse partie qui est déjà rentrée en Ukraine, ceux qui sont là, ils vont plutôt rester. Où il y a aussi les gens qui vont quand même rentrer en Ukraine, mais en attendant, il faut quand même qu'ils s'intègrent ici à la vie à la française. Si vous voulez avoir les résultats, des bons résultats d'intégration, c'est bien d'avoir les Ukrainiens, on va dire, qui sont déjà présents en France, qui font le lien entre l'administration française, entre toutes les institutions et la communauté qui vient d'arriver, parce que ça les met en confiance et ça facilite énormément le dialogue. Il y a 75 000 Ukrainiens en France, ils sont là depuis 1 an et demi, ils ne savent pas trop s'ils vont rentrer, quand ils vont rentrer, donc on a un enjeu à passer à une nouvelle étape qui est une phase d'intégration de droit commun pour qu'ils puissent avoir toutes les cartes en main pour s'intégrer sur le territoire s'ils le souhaitent. Je me réjouis à constater efficacité et engagement continu, solidarité continue de tous vis-à-vis des Ukrainiennes. Et on reste toujours en concertation étroite pour assurer l'accueil des Ukrainiennes, des familles ukrainiennes ici en France.